capsule du cours d'initiation à la métallurgie du 26 novembre. Dans cette capsule, je vais en profiter à la fois pour compléter le chapitre sur les opérations de mise en forme par fonderie que j'avais commencé à la capsule précédente d'il y a déjà 2 semaines. Euh, je vais approfondir un petit peu plus le sujet sur la fonderie, quelques détails importants, entre autres la conception des moules, les matériaux utilisés pour les moules, ainsi que quelques défauts qui peuvent être engendrés dans les pièces de fonderie en rapport avec la méthode utilisée pour la coulée. Au niveau de la coulée des pièces, la conception des moules. Donc, le moule, comme vous l'avez constaté lors de votre activité, ça représente à toute fin pratique ce qu'on appelle le négatif de la pièce à former. Donc, ça représente l'empreinte, la caverne à l'intérieur du moule, la forme, c'est une représentation de la pièce à obtenir au final. Ça doit permettre au métal de se rendre dans la cavité. Donc, le moule ne doit pas être constitué uniquement de l'empreinte ou de la caverne représentant la forme de la pièce, mais aussi il faut prévoir une route, si on veut, pour l'accès du métal liquide à l'intérieur. Et il faut aussi prévoir un palier, c'est-à-dire une deuxième caverne, si on veut, ou un volume pour prévoir et tenir compte du retrait du métal lors de la solidification. Donc, j'en parlerai un petit peu plus en détail là, sur la diapositive qui va suivre. Le refroidissement doit être directionnel, la solidification doit être directionnelle. Je l'expliquerai un petit peu en détail aussi sur la prochaine diapositive. Ben, tiens, j'ai déjà l'image qui apparaît ici, donc je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste à la fois un refroidissement qui doit être directionnel et la présence d'un palier pour le retrait. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le métal, à l'état liquide, ben, il finit par se solidifier. Donc, lors du refroidissement, on va atteindre le point de fusion. Cependant, le point de fusion, la température du point de fusion, ou si on veut du point de solidification, si on le prend dans le sens du refroidissement, mais il ne débute pas partout en même temps dans le volume du métal. Il va toujours débuter à l'endroit où c'est le plus froid. Et généralement, là où c'est le plus froid, c'est bien entendu, ben c'est pas généralement, mais c'est tout le temps, c'est sur les parois du moule, qui sont au départ à température ambiante, normalement, lorsque le métal accède à l'empreinte. Donc, étant donné que le volume de la pièce, ben, elle est délimité partout par les parois du moule, on s'attend donc à ce que, de manière naturelle, la solidification euh, va se terminer au centre de la pièce. Et ça peut générer des défauts comme les rotassures, par exemple. Parce que lorsque la pièce se refroidit et se solidifie, le métal perd du volume. Donc, si la perte de volume se fait au centre de la pièce en dernier, ça va générer des vides, des rotassures. Et ça va affecter grandement les caractéristiques mécaniques de la pièce. Ces vides-là vont représenter des amorces de fissures et la pièce va perdre sa résistance mécanique. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on coule des pièces, c'est de faire en sorte que l'endroit où la pièce se refroidit, se solidifie en dernier, ce ne soit pas au centre de la pièce, mais plutôt euh, en périphérie, finalement, dans une section donnée qui est rattachée à la périphérie de la pièce. Donc, vous êtes en mesure de voir sur l'image de la grande partie, là, donc la représentation d'un moule. Il y a l'entonnoir en haut à gauche, l'alimentation par laquelle on va déverser le métal tel que vous l'avez fait lors de votre activité de fonderie. Et là, le métal va couler à travers le chemin de coulée et accéder à toute l'empreinte. Et vous voyez, la partie orange à l'intérieur, c'est le métal.
Donc, et la partie en bleu autour, ben, c'est le phénomène de retrait, c'est-à-dire on s'aperçoit lorsque le métal a commencé à solidifier, il perd du volume, donc il rétrécit et il n'occupe plus toute l'empreinte du moule. Donc, sa dimension devient plus petite que prévu, que l'empreinte du moule. Donc, vous voyez le problème là, associé à l'effet de ce qu'on appelle, cet effet-là, ça s'appelle un effet de retrait. Donc, pour empêcher ça, de façon à voir finalement la pièce telle qu'on la voulait, telle que l'empreinte permet d'obtenir la pièce désirée, ben, ce qu'on fait, c'est on fait en sorte qu'il y ait toujours du métal liquide. On crée une réserve de métal liquide qui va aller combler le vide au fur et à mesure que le métal va se refroidir et se contracter. De sorte qu'au final, même après solidification complète et après refroidissement complet, ben, que l'empreinte soit complètement remplie de métal. Donc, vous voyez la partie au centre du moule, là, il y a une deuxième petite empreinte, une caverne. Euh, on peut appeler ça un palier, qui sert finalement, à toute fin pratique, de métal liquide de réserve, qui va aller alimenter euh, la zone de retrait en bleu autour de la pièce au fur et à mesure que la pièce va se contracter. Mais pour faire en sorte que cette réserve de métal-là demeure liquide, fasse son travail finalement d'aller combler par du métal liquide de retrait, il faut absolument que cette zone-là se solidifie en dernier. Donc, il faut autrement dit que la solidification débute à droite de la pièce et qu'elle avance vers la gauche. Donc, vous avez une petite courbe noire là au centre de la pièce qui représente le front de solidification qui avance vers la gauche. Donc, le métal solide est à droite et le métal pas encore solidifié est à gauche. Et on voit que c'est la réserve de métal là, qui va se solidifier en dernier. Donc, ça, c'est une règle qu'on essaie d'appliquer pour certaines pièces pour lesquelles on voit apparaître en temps normal des rotations. Et pour provoquer une solidification progressive, ben, on va jouer soit sur la conception du moule, on va placer la réserve de métal à un endroit qui va faire en sorte que c'est là que la solidification va avoir lieu en dernier. On peut aussi placer des éléments refroidissants dans la partie droite du moule afin de forcer le début de solidification à droite et mettre à l'inverse des éléments chauffants sur la partie gauche du moule, de manière à ce que dans la partie gauche, le métal reste liquide et chaud plus longtemps afin qu'il se solidifie en dernier. Donc, on appelle ça un refroidissement directionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque on n'a pas un refroidissement directionnel? Ben, la partie qui va se solidifier en dernier ne sera pas sur une extrémité, mais ça va être au centre de la pièce. Donc, il va y avoir contraction du métal lors de la solidification. Puis, ce qui va arriver, c'est on va donner lieu à ce genre de choses-là. Donc, vous voyez, là, une pièce dans laquelle il y a une rotature qui est au centre due à l'effondrement du métal au centre, parce que c'est là que la solidification a lieu en dernier. Donc, il y a eu une contraction. Donc, vous voyez différents exemples. Là, on a même la troisième là, pièce à partir de la gauche dans laquelle on a un effet, une grande rotature, donc un vide qui est dû au fait que c'est à cet endroit-là que la solidification a lieu en dernier, puis qu'il y a eu une contraction. Et là, ben, partout autour, le métal était déjà solidifié, donc le retrait au centre, a forcément causé la création d'une caverne ou d'une porosité, ce qu'on appelle une rotature. Donc, ce sont des défauts de fonderie qui sont classiques. Et vous voyez une photo d'une pièce qui était, après sa coulée, victime d'une rotature due à des mauvaises opérations de coulée ou une mauvaise conception du moule. Donc, le contrôle du point chaud est important. Comme je l'ai dit, il faut absolument s'assurer que pour que le refroidissement soit directionnel d'une extrémité à l'autre de la pièce, on doit contrôler les points chauds, de façon à ce que le point chaud ne soit pas au centre de la pièce, mais sur une des extrémités de la pièce.
Donc, le point chaud, c'est le point de plus haute température à la fin du remplissage du moule. Donc, le point chaud, la dernière partie à se solidifier, si on veut, doit être le plus près possible du système d'alimentation, comme je l'ai montré sur l'image. Donc, on doit minimiser les changements de section importants pour défavoriser l'apparition de fissures ou de retassures aussi. Donc, vous voyez, là, si je reviens à l'image, ici, on voit bien que la dernière partie à se solidifier, c'est l'extrême gauche de la pièce, et elle est reliée au système d'alimentation, comme il a été mentionné juste ici. Il doit être le plus près possible du système d'alimentation. Donc, le remplissage, lorsqu'on fait la coulée, l'entrée du métal dans le moule à l'aide du système de remplissage, le trou de coulée, autrement dit, le système, ben, ça inclut entre autres, oui, l'entonnoir, le chemin de coulée, mais ça inclut ce qu'on appelle aussi les attaques. Je vais vous montrer une petite image qui va représenter un système de remplissage. Mais de manière générale, le remplissage doit apporter une quantité de métal suffisante pour éviter l'effet du retrait. Donc, le retrait, c'est l'effet, que je l'expliquais tantôt, des vides, un effondrement du métal, des vides laissés au centre de la pièce. Lorsqu'on fait la coulée aussi, il faut que l'écoulement soit laminaire, pas trop rapide, parce que si le métal coule trop rapidement dans le moule, ben, le métal liquide va entraîner avec lui de l'air, des gaz et aussi peut-être aussi du sable. Si on fait une coulée en sable, ben, il y a du sable dans le chemin de coulée qui va être entraîné avec le métal, puis ce sable-là va se retrouver à l'intérieur de la pièce. Des grenailles, c'est quoi? C'est que s'il y a des petites gouttelettes de métal à l'avant qui se libèrent et qui vont aller entrer en premier dans le moule, puis qui vont se solidifier très rapidement, l'ensemble du métal qui va arriver peu de temps après, ben, ça ne se soudera pas ensemble, fait qu'on va avoir ce qu'on appelle une grenaille sur la surface d'une pièce à la fin du refroidissement. Donc, on doit favoriser un écoulement de chaleur adéquat. Donc, il faut éviter les points chauds. Ça, en plus de faire apparaître des retassures, comme j'expliquais, ça peut faire apparaître des risques de contraintes qui peuvent amener à des fissures aussi. Donc, tantôt, je disais que si l'écoulement du métal dans le moule est trop rapide, il peut y avoir de l'air entraîné dans le métal et cet air-là va rester emprisonné dans la pièce à la fin de l'acidification, puis on va donc voir apparaître ce qu'on appelle des soufflures ou des porosités, qui représentent des faiblesses dans le métal parce que les fissures, quand une pièce subit des chocs ou des charges, ces porosités-là peuvent représenter des amorces de propagation de fissures et amener à un bris de la pièce. Ici, c'est lorsqu'il y a du sable qui est entraîné avec le métal qui se retrouve à l'intérieur de la pièce au terme de la solidification. Donc, on voit du sable ou ce qu'on appelle des inclusions, un autre défaut de fonderie. Donc, je vous montre justement ici, je vais vous montrer, je vais vous décrire le système d'alimentation. Donc, le remplissage, ça prend un système d'alimentation, permet un contrôle du débit, un écoulement laminaire, comme j'ai dit. Euh, la réserve de métal que je vous parlais tantôt qui sert à remplir le moule par l'effet de retrait, ça s'appelle des maslottes. Donc, c'est un réservoir de surplus de métal qui est relié, bien entendu, au système d'alimentation, qui permet d'alimenter au fur et à mesure l'empreinte du moule, au fur et à mesure que le métal se contracte et rétrécit dans le moule, de façon à avoir au final une pièce dont la géométrie correspond et la taille aussi correspond à ce qu'on voulait au début. Et ça prend aussi des évents pour faire sortir l'air, parce que l'air est chassé par le métal qui arrive, donc ça prend une voie de sortie pour l'air afin de permettre au métal de facilement accéder à l'intérieur du moule, tel que vous l'avez fait lors de l'activité de fonderie. Donc ici, vous avez une image qui permet de décrire un système d'alimentation. Donc ici, il y a de représenter uniquement le système d'alimentation, pas la pièce. Donc ça prend une descente principale. Là, ici, vous avez l'entonnoir qui va servir en même temps de masselotte dans l'exemple qui est ici, de réserve de métal. Et puis là, vous avez la descente principale ou ce qu'on peut appeler aussi le trou de coulée. Et là, vous avez le trou de coulée se sépare en deux parties.
ce qu'on appelle des descentes secondaires. On en a fait aussi, on avait recouru à 2 descentes secondaires lors de la conception du moule, lors de l'activité de fonderie, vous vous rappelez. Et puis, ben, maintenant, on aurait pu appeler ça des descentes secondaires où les deux parties, c'était plutôt des attaques. Donc, les attaques, vraiment, c'est la dernière conduite avant l'entrée dans l'empreinte du moule, ou des canaux secondaires. Donc, les attaques qui sont perpendiculaires au plan de la figure. Et c'est tout un art que de concevoir des moules afin de réussir parfaitement des pièces. Euh, les concepteurs vont, entre autres, essayer plusieurs systèmes d'alimentation. euh, et plus la pièce est massive, plus ça prend de canaux secondaires parce que on veut, pour réussir le plus possible une pièce, on va devoir alimenter en métal à plusieurs endroits différents, de façon à rapidement faire en sorte que euh, l'empreinte soit remplie de métal et qu'on assure la plus grande intégrité possible et donc une réussite de la pièce. Il y a des procédés avec moules non permanents. Ça, c'est les moules en sable. Donc, au niveau des types de moules, les moules non permanents, c'est que le moule est détruit lors du démoulage de la pièce. Donc, ça concerne le moulage en sable. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait, nous, de notre activité. C'est un moule non permanent. Le moule ne sert qu'une seule fois. Souvent, du moulage en sable, comme on a fait. Et dans le moulage en sable, il y a le moulage à sable vert. C'est ce qu'on a utilisé, nous, à la fonderie lors de l'activité. Un mélange de sable et de bentonite. Le plus courant et le plus flexible, donc c'est le plus utilisé dans l'industrie et facile à fabriquer, pas cher non plus, moins dispendieux. Liant, c'est de la glaise, de la bentonite activée avec de l'eau. Donc, c'est pour ça on a mis de l'eau dans le sable pour activer la bentonite afin de faire en sorte que le liant puisse faire agglomérer ensemble les particules de silice de manière à ce qu'on ait des moules qui possèdent une certaine résistance. Par contre, si on compare à d'autres types de moules, les moules en sable demeurent des moules qui sont de faible résistance, donc la paroi des moules est faible. Il y a le moulage avec résine, donc le sable, au lieu d'être mélangé avec de l'eau, du liant, on va utiliser des résines organiques qui sont plus résistantes. Nous, c'est ce on n'a pas utilisé ça, mais on est capable de. On a du sable avec résine organique au notre département, mais on réserve ça à d'autres applications. Le durcissement du moule peut être déclenché de différentes façons. Le moule est plus résistant, il est plus rigide, il est plus fort qu'en sable vert. Les moules sont plus faciles à faire, demandent très peu ou pas de compaction. Donc, c'est un avantage aussi. Par contre, c'est les plus coûteux, ce sont des sables avec résine qui sont plus coûteux, coûtent plus cher, et ils ont une certaine toxicité aussi, donc il faut prendre des précautions au niveau de santé et sécurité au travail lors de l'emploi de ce type de sable. On peut même utiliser le plâtre pour faire des moules, le moulage en plâtre. Donc, c'est du plâtre de Paris. L'avantage, c'est que ça donne un meilleur fini de surface qu'avec le moulage en sable. Aussi, de manière générale, on a une meilleure précision dimensionnelle pour des pièces à parois minces. Le moule est isolant, le métal peut être coulé moins chaud. Donc, autrement dit, le sable est meilleur conducteur thermique que le plâtre. Donc, ça peut être un avantage d'utiliser le moulage en plâtre pour éviter, par exemple, le phénomène de retassure. Donc, on a un meilleur contrôle sur les points chauds parce que le métal refroidit moins vite. Désavantage, c'est que, à la fois parce que le moule est plus isolant, le métal est chaud plus longtemps, et là, ça crée un phénomène de grossissement de grains dans le métal qui va porter aux pièces à être plus fragiles lors de leur mise en service. On peut même utiliser de la cire, donc à peu près la même cire qu'on utilise là, pour faire les chandelles. On appelle ça moulage à la cire perdue. Donc, c'est un procédé qui est un petit peu plus complexe à faire, mais très utile lorsqu'on veut avoir des pièces, on veut couler de petites pièces comme dans les bijoux par exemple, et on attache une très grande importance à la précision dimensionnelle. Donc, le modèle en cire est couvert d'une pâte réfractaire. Donc, on reproduit la pièce à avoir en- avec de la cire.
Et puis, on recouvre ce modèle en cire-là avec une pâte réfractaire. Ensuite, pour durcir la pâte réfractaire, on met ça dans un four, puis en même temps, ben, la cire, elle fond. Et puis, on prévoit une ouverture là, pour faire couler la cire liquide dans le four. Et puis, la pâte réfractaire, elle, devient ici le moule. Et à l'intérieur, ben, on a une représentation exacte de la pièce à obtenir. Donc, l'avantage de ce type de moulage-là, c'est qu'on peut obtenir des pièces de géométrie complexe, très petites, nécessitant une bonne une précision dimensionnelle. Donc, on peut aussi couler des matériaux réfractaires parce que la pâte réfractaire, ben, elle est très résistante aux hautes températures. Donc, on peut couler des métaux qui sont très corrosifs au niveau de la température. Les moules sont très résistants. L'inconvénient, ben, c'est que c'est coûteux, puis ça demande plus d'étapes. Ça demande entre autres l'utilisation d'un four spécial. Donc, pour mettre des images sur des mots, sur ce que c'est la coulée en cire perdue, ben, vous voyez euh, dans la partie gauche de l'image, vous avez ce qui est en gris à l'intérieur d'un récipient, c'est la pièce en cire. Donc, comme par exemple, là, vous en avez une à droite, là, on reproduit la pièce qu'on veut obtenir, mais en cire. Et puis, on incorpore, donc ça devient à toute fin pratique le modèle. Donc, c'est un modèle en cire. Ensuite, on incorpore le modèle dans un récipient qu'on remplit de pâte réfractaire. Et puis, après, on met ça dans un four, on fait fondre la cire. La pâte réfractaire, elle, en même temps, ben, elle va durcir, elle va devenir très résistante. Et donc, on obtient le résultat sur l'image au centre, là. Donc, on voit qu'on a notre moule dans lequel la cire n'est plus là parce on l'a fait sortir en la portant à haute température, puis elle est portée à l'état liquide, fait qu'on l'a laissé couler à l'extérieur. Et puis, après ça, ben, on a notre moule. Puis là, il reste seulement à déverser le métal liquide à l'intérieur pour obtenir la pièce que l'on voulait, mais cette fois-ci en métal. Donc, fonderie en cire perdue. D'autres types de moules qui existent, des moules métalliques, donc généralement en acier. Il y a donc des aciers spéciaux qui servent à faire des moules. Les avantages, c'est que ça donne un meilleur fini de surface que le moulage en sable. Le refroidissement il est beaucoup plus rapide parce que l'acier, le métal est beaucoup plus conducteur de chaleur. Donc, ça donne des pièces avec de meilleures caractéristiques mécaniques. Le fait qu'on a une microstructure, on a des grains plus fins, donc meilleure résistance mécanique par rapport au moulage en sable. Le moule peut servir des milliers de fois, parce que là, on parle de moule permanent, donc on ne détruit pas le moule, bien entendu, on ne fait que l'ouvrir en deux parties, puis on libère la pièce, puis on referme le moule et on recoule l'autre pièce. On peut s'en servir un très grand nombre de fois. Donc, il ne doit pas y avoir aucune trace d'humidité dans le moule, bien entendu, parce que le métal liquide en contact avec de l'eau, ça peut faire des explosions. Les avantages du moule permanent, c'est que le refroidissement rapide limite la grosseur des pièces. Donc, on peut obtenir que de petites pièces avec les moules permanents, mais pas trop grosses, du moins. 70 kg en général, le maximum. Méthode disponible pour les matériaux à bas point de fusion. On ne peut pas couler de l'acier dans des moules en acier, bien entendu. Donc, on peut couler que des alliages d'aluminium, magnésium, zinc, étain, la fonte aussi, à la limite. Et puis, c'est rentable, mais c'est pas un désavantage, là, ici, hein. C'est un peu un avantage, c'est que, ben, un désavantage ou un avantage tout dépendant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les moules permanents, ce choix de moule-là est à considérer seulement si le nombre de pièces identiques à obtenir est très grand. Euh, Parce que ça coûte cher fabriquer un moule en acier, donc il faut le justifier au niveau économique. On va l'utiliser donc pour couler la même pièce un très grand nombre de fois afin de rendre rentable l'opération. Donc, par exemple, les productions de grandes séries qu'on appelle beaucoup de pièces pour l'automobile vont être coulées de cette façon-là. Il existe aussi le moulage par centrifugation. Et là, ce qu'on fait, c'est que le moule, on le fait tourner, on le met sur un moteur, on le fait tourner à grande vitesse et la force centrifuge va forcer le métal liquide à rapidement combler l'empreinte. Donc, l'effet centrifuge entraîne le métal dans le fond du moule. Donc, vous avez ici un exemple là,
Métal par centrifugation. J'ai quelques animations aussi que je vais mettre disponibles dans le Léa pour mieux expliquer un peu c'est quoi. Euh, et puis là, je vous montre une dernière image, là, le genre de défaut qu'on peut retrouver sur des pièces de fonderie dû au retrait ou dû à la contraction thermique. Donc des criques, des fissures, qui sont des défauts de fonderie qui sont classiques dans les pièces à changement de section telles que vous le voyez ici. Donc, question de compréhension que je vais répondre de vive voix ici pour compléter le chapitre sur la fonderie. Pourquoi la solidification débute sur la paroi du moule? Ben, c'est parce que le moule il est beaucoup plus froid que le métal. Donc, la partie du métal qui se retrouve en contact avec le moule refroidit très vite. Donc, de manière naturelle, c'est sur les parois, c'est la partie en périphérie qui va refroidir, se solidifier en premier, de manière naturelle. Est-ce qu'un métal en fusion remplissant le moule de façon turbulente est souhaitable? Non, parce qu'on peut entraîner des porosités et des inclusions de sable, dans le cas du moulage en sable. Donc, porosité, inclusion. Quel est le rôle de la masselotte? Ben, ça serve de réserve de métal pour combler le retrait dû à la contraction thermique au fur et à mesure de la solidification dans le moule, de façon à ce qu'au final, on ait exactement la pièce, que la pièce ait les dimensions et la géométrie désirée par l'empreinte. Voilà, ça complète pour les alliages, ben pas les alliages, mais la partie fonderie. Euh, Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer complètement de sujet et puis aborder un autre chapitre. J'avais vu au début de la session qu'on allait parler de plusieurs alliages métalliques. Au début de la session, j'ai consacré du temps sur les alliages les plus importants qui sont les aciers, la famille des aciers, un peu des fontes aussi. J'ai accordé du temps aussi sur la deuxième famille d'alliages le plus important euh, pour, pour nous, pour les utilisations et pour l'industrie, qui est l'aluminium. Mais les aciers, les aluminiums ne sont pas les seuls alliages métalliques qui sont importants, qui sont utilisés par l'homme. Il existe aussi les quatre principaux, quatre autres, là, les alliages de cuivre, les alliages de magnésium, de titane et de nickel, que je vais commencer à aborder à l'intérieur de cette capsule-ci. Donc, vous voyez ici, j'ai mis des images qui représentent un petit peu des applications rattachées à l'un ou l'autre de ces quatre alliages-là. Je vous ai mis un avion, un chasseur. Je ne suis pas sûr si c'est un F-22 ou un F-18, là. En tout cas, c'est un avion américain, un chasseur américain. Euh, Dans l'industrie aéronautique militaire, le titane est extrêmement présent parce qu'il est à la fois léger et très résistant. Donc, il trouve des niches importantes, il y a des applications, il y a beaucoup de pièces, autrement dit, que ce soit au niveau des missiles, au niveau du fuselage de l'avion, au niveau du moteur, des pièces de moteur, les ailettes, les ailes, qui sont fabriquées en alliage de titane. Donc, le titane est un métal extrêmement important dans l'industrie militaire, mais aussi dans d'autres secteurs. On va avoir l'occasion de le voir. Je n'aborderai pas le titane ni le nickel dans cette capsule-ci. Je vais le traiter dans une autre capsule. Euh, Dans cette capsule-ci, je vais plutôt aborder les deux premiers, donc en l'occurrence les alliages de cuivre et les alliages de magnésium. J'ai mis aussi comme photo un portable que vous reconnaissez ici, que vous utilisez probablement à profusion, là, que vous avez tous. Ben, très très souvent, le caisson du portable est en magnésium. Il y en a en plastique, mais les meilleures qualités, le caisson est en magnésium. Donc, c'est à peu près le meilleur choix de matériel, le meilleur matériau pour être capable de faire ce genre d'application-là. C'est sûr que là, si, je pourrais aussi dire au passage que dans un portable, il y a environ, il n'y a pas seulement du magnésium, là, il y a une trentaine de métaux différents qui sont dans votre portable, là. Des métaux dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement d'un ordinateur ou encore d'un téléphone intelligent aussi. Donc, dans un téléphone intelligent, il y en a un petit peu plus, mais dans un portable, il y en a beaucoup. Donc, les métaux là, sont essentiels, là, pas de métal, pas d'Internet, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. J'ai mis aussi une petite image, là, un joint de raccordement de plomberie qu'on retrouve souvent en ce qu'on appelle en laiton. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc qu'on retrouve très souvent dans la plomberie. Bien sûr, vous avez aussi les tuyaux de cuivre qui servent
acheminer l'eau dans les différents endroits dans les pièces d'une maison. Le cuivre qui sert aussi comme fil électrique, bien entendu, que j'aurais peut-être pu représenter ici aussi, là, en lien avec l'électricité. J'ai mis aussi une voiture, parce que dans une voiture, il y a beaucoup de pièces en magnésium aussi. Le magnésium revient. Euh, Pas beaucoup de titane par contre, mais le magnésium est de plus en plus présent. C'est pour ça que j'ai mis une voiture, surtout les voitures de performance, là, pour la légèreté, bien entendu. Et j'ai mis une usine ici, une usine de produits chimiques, parce que il y a beaucoup de pièces en nickel, en alliage de nickel dans une usine de ce genre-là, parce que le nickel est très résistant à la corrosion, il est très réfractaire en contact avec des éléments, des produits très corrosifs comme des acides forts, des bases fortes. Euh, le chlore, le titane aussi, soit dit en passant, est très utilisé pour ce genre d'application-là où on demande une résistance très forte à la corrosion en présence d'agents très corrosifs. Voilà. Je vais débuter, comme je l'avais dit, par les alliages de cuivre. Donc là, je vous présente encore d'autres images, mais plus spécifiques aux alliages de cuivre. Vous remarquez la présence de la Statue de la Liberté. Bien, sachez que la Statue de la Liberté, elle est faite en cuivre. Euh, Malgré que visuellement, c'est pas évident, mais c'est pas une peinture qui a été appliquée, c'est le vert pâle là, est typique du cuivre. Le cuivre peut avoir cette couleur-là, mais finalement, il finit toujours par avoir cette couleur-là lorsqu'il est exposé à l'atmosphère. Parce que le cuivre s'oxyde, il forme une barrière passive, et avec l'aide de différents constituants de l'air, comme le CO2, les gaz sulfureux et l'oxygène, bien entendu, ben, ça fait un mélange de différents oxydes et ça donne comme résultat ce qu'on appelle la palatine, qui est un mélange de produits d'oxydation du cuivre à la surface du métal. Et lorsque cette couche-là est complètement formée, ben, elle protège le cuivre en dessous. Mais c'est un peu comme l'aluminium. L'aluminium fait aussi une couche passive, mais à l'inverse, l'aluminium, elle est transparente, tandis qu'ici, ben, elle est opaque, de couleur verdâtre. Euh, Vous avez aussi ici, vous êtes en mesure de voir que c'est une hélice de bateau, bien entendu. C'est pas une éolienne, c'est une hélice de bateau qui est énorme, là. Vous êtes en mesure de le constater par la présence de deux personnes juste à côté. Donc, ce sont des hélices de gros paquebots, des paquebots en haute mer, soit des pétroliers ou des transporteurs de marchandises. Et ces hélices-là, généralement, sont faites aussi en alliage de cuivre en cupro-aluminium. Donc, on peut mélanger de l'aluminium au cuivre pour donner lieu à une famille d'alliages qui s'appelle les cupro-aluminium, qui ont des propriétés très intéressantes, tant au niveau de la résistance à la corrosion en haute mer et en milieu salé, donc, et ils peuvent avoir de fortes propriétés mécaniques, forte résistance mécanique. Donc, c'est un matériel dont le choix est judicieux pour ce type d'application-là. J'ai mis aussi un instrument de musique là, avant, donc quand vous dont le laiton est utilisé pour la fabrication. Donc les tubas, par exemple. Et j'ai mis aussi des tiges de cuivre pour symboliser le fait que le cuivre est utilisé aussi dans le domaine de l'électricité pour faire des fils électriques, des câbles électriques, des éléments conducteurs. Euh, Concernant les alliages de cuivre, peut-être commencer par dire que le cuivre, hein, où est-ce qu'on le trouve? Ben, il est tout dans la croûte terrestre. Mais il n'est pas très concentré dans la croûte terrestre. Il n'y a pas tant de cuivre que ça là, sur notre planète, là. Ça représente 0,01% de la masse de la croûte terrestre, donc c'est assez faible. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une partie de ce 0,01%-là, où le cuivre est à son état métallique, un peu comme l'or, il est déjà métallique là, naturellement. On appelle ça l'état natif. Donc, mais la majorité du cuivre est liée chimiquement sous forme de minéraux, comme par exemple des sulfures. Comme vous voyez à l'écran, c'est un minéral là, qui fait partie de la roche qu'on appelle de la chalcocite, qui est un sulfure de cuivre, donc du Cu2S. Le cuivre, ben, c'est un métal qui est connu depuis très longtemps, mais le cuivre, ce qu'il faut savoir, c'est le premier métal que l'homme a utilisé. La fameuse âge du bronze, le bronze fait référence à un alliage de cuivre.
Donc, la métallurgie du cuivre a précédé celle du fer de 2500 ans. Donc, l'âge du bronze, là, ça date d'à peu près à 7-8 000 ans. Donc, c'est pas nouveau là, que l'homme utilise le cuivre, là. Ça fait très longtemps. Vous avez des exemples d'objets qui ont été trouvés par l'archéologie, des armes, ainsi que des objets plus utilitaires pour transporter de l'eau, par exemple, faits en bronze. Donc le bronze, on va voir plus tard que c'est un alliage cuivre-étain. Donc c'est deux métaux mélangés ensemble, de l'étain et du cuivre. Et avec une petite image qui est en haut ici qui représente là, deux humains ayant vécu il y a environ 8000 ans, qui avaient trouvé le moyen d'obtenir le bronze sous sa forme métallique, bien entendu, en faisant chauffer de la roche ou du minerai riche en cuivre dans un four spécialement conçu, alimenté avec de la matière organique. Ça pouvait être du bois ou des os pour en arriver à augmenter la température jusqu'à environ 1100 degrés C, parce que c'est la température requise pour arriver à obtenir le, le bronze ou le cuivre, sa forme métallique, par insufflation d'air. Donc on voit le petit monsieur là, qui recueille, là, qui a recueilli des morceaux de cuivre. On voit le minerai en arrière, puis on voit une autre personne qui utilise un petit instrument. Là, généralement, c'était des intestins de certains animaux qui étaient utilisés pour insuffler de l'air dans la partie inférieure du four afin de procéder à la réduction du sulfure de cuivre qui était incorporé dans la roche et obtenir à la fin des particules de bronze, mélange cuivre-étain, dans le fond du fourneau. Voilà. Donc, les minerais qui sont généralement utilisés aujourd'hui dans l'industrie, les minerais qui sont au départ présents dans la roche, là, il y a 5% du cuivre qui est à l'état natif métallique, il y en a 15% du cuivre qui se forme d'oxyde et de carbonate, donc, et puis 80% du cuivre dans la croûte terrestre qui se forme de sulfure, donc des atomes de soufre liés chimiquement avec le cuivre, comme la chalcopyrite ou la chalcocite, comme j'ai dit tantôt. Et dans l'industrie moderne aujourd'hui, très généralement, on utilise le minerai de soufre pour la métallurgie, le cuivre sulfuré parce qu'il est plus abondant et plus rentable à exploiter. Ici, ce que vous avez, c'est un schéma de procédé pour l'obtention du cuivre métallique à partir du minerai. Donc, on a fini par obtenir un concentré, là. Ça, c'est le schéma de procédé d'une usine au Québec, à Rouyn-Noranda, qui s'appelle la Fonderie Horn, qui appartient à une multinationale qui s'appelle Xstrata, qui a plusieurs usines à travers le monde, qui a des usines à la fois de cuivre, de zinc, de nickel. Donc, c'est une compagnie de métallurgie, entre autres. Et vous avez le schéma de procédé ici. Donc, ça part du concentré, le réacteur Noranda qui, lui, permet d'avoir le cuivre sous une forme métallique. Et puis, les gaz, parce que quand on fait du cuivre à partir du minerai, ça dégage, ça génère le soufre, il finit par être oxydé sous forme de SO2. Les usines de cuivre ont l'habitude d'avoir une deuxième usine qui est rattachée à la fonderie, une usine d'acide. Donc, on recueille le SO2, on le mélange à de l'eau, puis ça fait de l'acide sulfurique qui est vendu. Ça n'a pas toujours été comme ça, très longtemps, là, jusqu'aux années 80. Le SO2 était tout simplement envoyé tel quel dans l'atmosphère. Donc, ça avait créé le problème des puits acides là, pendant une bonne partie du 20e siècle. Et donc, vous avez le schéma de procédé là, pour obtenir le cuivre. Il y a différentes étapes. Il y a le réacteur, le convertisseur. Et ensuite, à la sortie du convertisseur, on obtient à fin pratique du cuivre pur à 98%, qui est coulé sous forme de plaques qu'on appelle des anodes. Et à partir des anodes, on va purifier les anodes dans un autre type de procédé pour obtenir du cuivre pur à 99,1% environ. Plus que ça, 99,99%. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'une des dernières étapes, l'avant-dernière étape, où le cuivre pur à 99% environ, il est coulé sous forme de plaques dans des moules. Donc, vous voyez ici une coulée de cuivre liquide dans un compartiment, dans un moule. Et pour accélérer les opérations, les moules sont répartis sur une roue
qui tournent au fur et à mesure qu'on coule le métal. Après ça, les plaques qu'on appelle les anodes, ben, elles sont retirées, puis ça continue comme ça, là, sans arrêt. Et bon, le produit final, après ça, les cathodes sont purifiées. Ensuite, par un autre procédé que je n'expliquerai pas ici, ça serait trop long. Après ça, sont recoulés pour faire des barres, des tiges, et éventuellement être capable de faire, par exemple, des tubes en cuivre ou des fils électriques. Voilà. Ce que vous avez ici, c'est un tableau, là, tout simplement des informations sur les propriétés physiques du cuivre. Ce que j'aimerais tout simplement faire ressortir, tout simplement ici, c'est que le cuivre est un excellent conducteur électrique. Donc, c'est l'un des meilleurs conducteurs là, chez les métaux. Euh, et c'est pour ça qu'on va s'en servir pour transporter le courant dans les maisons. Et puis, il y a aussi des applications pour lesquelles des équipements de transfert de chaleur aussi vont utiliser le cuivre pour maximiser les échanges de chaleur. Donc, c'est une des principales applications, une des principales niches du cuivre, c'est dans l'électricité, dans les équipements de transfert de chaleur. Et même que le cuivre est pris comme référence. Souvent, on exprime la conductivité d'un autre métal en pourcentage par rapport à celle du cuivre pur, ce qu'on appelle ça pourcentage IACS. Une autre chose sur laquelle je voudrais aussi porter votre attention, mais je pourrais le faire sur une autre diapo, là, la masse volumique. C'est un métal qui n'est pas léger, donc il est même plus lourd que l'acier. Donc c'est 8,9 grammes par centimètre cube ou 8930 kg par mètre cube sa densité. Ce que vous voyez ici, je l'avais fait pour l'aluminium et le fer, les aciers, la façon dont les atomes sont empilés dans la matrice. Le cuivre, il est cubique à face centrée, tel quel, comme l'aluminium. Et puis, vous avez justement ici, je parlais tout à l'heure de masse volumique. Donc, à titre comparatif, bien, vous voyez que si on le compare au fer, au zinc, au titane, à l'aluminium et le magnésium, le cuivre est plus lourd, sa densité de 8,93. Donc, c'est pas un métal léger. Donc, c'est sûr qu'on ne pensera pas au cuivre pour la fabrication des avions, bien entendu. Donc, on pense jamais au cuivre lorsque la légèreté est importante, là. Donc, il est 3,3 fois plus lourd que l'aluminium, puis il est 1,25 fois plus lourd que l'acier. Au niveau de ses propriétés mécaniques, ben, la rigidité, c'est entre celle de l'aluminium et celle de l'acier. Donc, il est 2 fois moins rigide que l'acier, puis 2 fois plus rigide que l'aluminium. Donc, la rigidité, là, ça n'a rien à voir avec la résistance, là. C'est tout simplement, là, si vous pliez une barre de cuivre, donc une déformation élastique seulement, là, comme un élastique en caoutchouc, là. Rappelez-vous du chapitre sur les propriétés mécaniques. Euh, L'amplitude de la déformation élastique va être plus grande qu'avec une tige d'acier de même taille, mais plus faible qu'une tige d'aluminium de même taille. Donc on parle de la déformation élastique, c'est-à-dire que si vous lâchez le matériel, il reprend sa forme. Ici, c'est un graphique qui montre l'effet des éléments d'alliage combinés au cuivre. Donc, on voit ici, c'est une bonne façon de voir à quel point les éléments d'alliage peuvent durcir les métaux. Mais tout dépendant de l'élément d'alliage qui est ajouté, l'effet n'est pas le même. Comme par exemple, si on ajoute du zinc dans le cuivre, ben, puis plus le zinc est important, donc on donne lieu à ce qu'on appelle les alliages de laiton. On va le voir un peu plus en détail tantôt. Lorsqu'on ajoute du zinc, donc en bas sur l'échelle horizontale, vous avez les pourcentages massiques de l'élément d'alliage. Donc plus on ajoute du zinc, plus la résistance, exprimée ici en UTS, c'est la résistance mécanique en mégapascal, plus elle est importante. Mais si on ajoute, si à la place d'ajouter du zinc, on ajoutait du nickel, ben, l'effet de gain de résistance est encore plus important. Vous voyez que la courbe monte plus haut. Mais le nickel est beaucoup plus dispendieux que le zinc sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve encore la présence de cuivre-zinc pour durcir les cuivres. La résistance à la corrosion des alliages de cuivre, elle est quand même bonne, meilleure que les aciers
aciers normaux dans des conditions, par exemple, en présence d'humidité et en eau salée, parce que le cuivre est capable de se recouvrir d'une couche passive de Cu2O. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en présence de CO2, en présence de gaz sulfureux aussi, ben, on va plutôt avoir une couche plus verdâtre. Donc, c'est le cas de la Statue de la Liberté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Puis c'est le cas aussi du toit du château Frontenac, qui est en cuivre, mais qui, à force d'être exposé à l'air ambiant avec les années, finit par adopter la couleur verte. Vous avez ici un classement des différents alliages de cuivre. Donc, les alliages de cuivre se subdivisent en deux catégories, les faiblement alliés et les fortement alliés. Donc, dans les faiblement liés, là, seulement dire qu'on peut ajouter de l'argent, du cadmium, du tellure, du chrome, du beryllium, qui sont d'autres métaux là, qui vont améliorer certaines caractéristiques au cuivre, comme par exemple la résistance mécanique, la résistance à haute température aussi. Et d'autres éléments qu'on va rajouter en beaucoup plus forte concentration, comme le zinc, ça donne lieu au laiton. Par définition, le laiton, c'est un alliage cuivre-zinc. Le bronze, qui par définition est un alliage cuivre éteint. Et quand on ajoute de l'aluminium, ça devient les cupro-aluminium. Lorsqu'on ajoute du nickel, ça devient les cupro-nickel. Puis il existe même une combinaison nickel-zinc dans le cuivre. Dans ce temps-là, on va utiliser le mot MyShot. Voilà, ça c'est un classement des alliages. Euh, les alliages de cuivre, à quoi ça peut servir? Ben, les marchés principaux. Conducteurs électriques, bien entendu. Mais dans les maisons, par contre. Donc, dans les maisons ou dans l'entrée des maisons. Par exemple, on établit de plus en plus un réseau de distribution de courant pour le branchement des voitures électriques. Ben, ça, c'est fait en cuivre. On n'utilisera pas, par contre, les câbles qui acheminent l'électricité à vos maisons, là, qui parcourent les rues, c'est en aluminium. Sauf que si on utilise l'aluminium pour fabriquer le réseau de distribution de courant pour les autos, on risque d'entraîner des problèmes de sécurité. Donc, on a préféré utiliser le cuivre pour faire le réseau de distribution en tout cas, pas le réseau de distribution, mais le réseau d'alimentation, c'est-à-dire pour les conducteurs et pour le branchement des voitures électriques. Euh, Soit dit en passant, là, petite parenthèse concernant les voitures électriques. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, puisqu'on vous parle probablement jamais ou très très rarement parlé sur les médias normaux, traditionnels, mais sur Internet, vous pouvez chercher des informations là-dessus. C'est qu'au Québec, présentement, mais ailleurs dans le monde aussi d'ailleurs, là, mais nos réseaux de distribution d'électricité ne sont pas conçus pour brancher des voitures électriques. Pourquoi? Parce que euh, les réseaux de distribution d'électricité ont une certaine capacité maximum et vous êtes en mesure de le constater à chaque hiver lorsqu'au mois de janvier, février, là, il annonce des temps très froids, là, -30, -35, -40, et qu'on vous dit que la nuit, il faut diminuer votre consommation d'électricité, éteignez les lumières, baissez votre chauffage parce que Hydro-Québec n'est pas sûr d'être en mesure de fournir toute la quantité d'énergie nécessaire pour uniquement entretenir les maisons. Ben, imaginez que si tout le monde branchait une voiture électrique pendant la même période, on sait quand on branche une auto électrique, c'est la nuit. Imaginez, là, notre réseau de distribution électrique est vraiment pas capable de supporter ça. On nous demande de baisser le chauffage d'1 degré pour pas que le réseau puisse le planter. Imaginez si on branchait des voitures électriques à 240 volts. En plus, là-dessus, si tout le monde avait une voiture électrique, ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc, ça, il faut qu'Hydro-Québec puisse en tenir. Hydro-Québec en tient compte, mais il va falloir faire des ajustements sur le réseau électrique et ça va coûter extrêmement cher. De en passant, pour fabriquer du cuivre, c'est extrêmement polluant. Donc, c'est sûr qu'il y a un investissement à faire au niveau de la conception des réseaux de distribution, mais ça prend beaucoup, beaucoup de cuivre pour concevoir les réseaux d'alimentation pour les voitures électriques. Et ça coûte très cher aussi. Le cuivre est assez dispendieux. Le cuivre, on le retrouve aussi, très souvent dans le monde maritime pour les applications marines, étant donné sa forte résistance en milieu salé. Donc, on va le retrouver comme tantôt les, le- les pales du bateau qu'on je vous ai montré tantôt en cupro-aluminium. Donc, ça, c'est un bel exemple. On va le retrouver beaucoup dans les échangeurs de chaleur parce que c'est un très bon
À la fois d'être bon conducteur électrique, c'est un très bon conducteur de chaleur, ça vient ensemble. On va le retrouver dans la visserie. Tantôt, je vais vous donner une petite image là, d'une vis là, dans laquelle on a ajouté du plomb. Euh, Résistance à la corrosion, dans l'esthétique aussi, la fabrication des bijoux. Tiens, sachez que lorsque vous achetez une bague en or, c'est pas tout à fait vrai. Oui. Donc, quand, mettons, vous achetez une bague, on vous dit c'est 14 carats. Oui, il y a de l'or dans la bague, mais à peu près 14 carats, c'est à peu près, ça correspond à peu près à 36% d'or. Le reste, la majorité, c'est des atomes de cuivre. Donc, lorsque vous achetez une bague en or, c'est un alliage cuivre-or, avec généralement plus de cuivre. 16 carats, là, on est à mi-chemin, on est à moitié-moitié. Donc, et pourquoi on met du cuivre à rajouter à l'or? Pour durcir l'or, parce que l'or est très très mou, donc les bagues seraient très très molles. Et pour donner une résistance à la bague, et on va ajouter du cuivre. Et le cuivre ne change pas la couleur de l'or. Donc, pour garder la coloration de l'or intact tout en rendant une bague, le bijou beaucoup plus résistant, ben, on va y ajouter du cuivre. Et il y a plus de cuivre que d'or généralement dans les bagues. Et on va le retrouver dans la robinetterie aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans les cuivres faiblement liés, ben, tantôt dont je parlais, c'est qu'on va retrouver l'un ou l'autre des éléments d'alliage dont j'ai fait la liste tout à l'heure. C'est toujours inférieur à 1% au total. On va le retrouver comme, donc, pour l'électricité, généralement, ça devient des bons conducteurs électriques, une bonne résistance à la corrosion. Les protés mécaniques peuvent être améliorés par écrouissage, c'est-à-dire par déformation en froid, mais aussi par traitement thermique, tout dépendant de ce qu'on retrouve comme élément d'alliage. Ici, il y a un petit graphique intéressant parce que le cuivre, on l'utilise beaucoup, beaucoup pour la conductivité électrique. Sauf que ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'il y a des impuretés qu'on peut retrouver dans le cuivre qui réduisent considérablement la conductivité et qu'il va falloir enlever dans l'élaboration du cuivre. Comme par exemple, le P, c'est le phosphore. Le phosphore, là, il réduit considérablement la conductivité électrique, même pour de faibles concentrations. C'est pour ça que là, dans la droite du phosphore, là, elle augmente, la pente est très forte. Ce que vous avez en axe ici, c'est la conductivité en pourcentage par rapport au cuivre pur. Donc, et ça va de 0, ça va de 100 à 84. Et pour très faible quantité de phosphore, mais la perte de conductivité est importante. À l'inverse, l'argent a un très faible effet sur la conductivité. Vous voyez, même pour des concentrations plus importantes, l'argent, là, la perte de conductivité est plus faible. Les alliés, bon, la deuxième grande famille, c'était les alliages fortement, donc les cuivres fortement alliés, euh, possèdent de meilleures propriétés mécaniques que la première catégorie parce que les éléments d'alliage sont plus concentrés. Par contre, on assiste à une perte de conductivité électrique parce que les éléments d'alliage, généralement, font abaisser la conductivité électrique. Euh, Solution solide, ça, je passe ça, c'est pas trop important. Les letons qui font partie des cuivres fortement alliés, la teneur en zinc va varier de 5 à 45. Donc, c'est quand même assez variable dans les letons. Et puis, tout dépendant de la teneur en zinc, la couleur du laiton va changer. À 10%, le laiton devient rouge. 15% à peu près. Et puis, au-delà de 20%, le laiton est jaune. Donc, ça peut aller jusqu'à 45%. On peut ajouter du plomb qui va accompagner le zinc dans le laiton et le cuivre, bien entendu, et pour augmenter l'usinabilité. Donc, c'est beaucoup plus facile avec la présence de plomb de faire des vis. Les vis sont faites les filets des vis sont faits par usinage. Donc, les copeaux du métal s'enlèvent beaucoup plus facilement lorsqu'il y a présence de plomb, puis les outils d'usinage s'usent beaucoup moins rapidement. Donc, ce genre de vis-là, là, il y a généralement présence de plomb à l'intérieur. Ici, vous avez une métallographie d'un laiton. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je ne vous explique pas davantage parce que vous n'avez pas le background pour comprendre. Là, vous avez des zones blanches et des zones jaunes. Puis qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est pas important à savoir. On peut ajouter de l'étain dans le cuivre. C'est le plus vieil alliage connu par l'homme, le bronze. Et on va s'en servir entre autres pour faire des médailles de bronze. Lorsque d'une compétition olympique, là, on arrive troisième, on gagne la médaille de bronze. C'est exactement cet alliage-là, cuivre-étain. Il existe des bronzes simples, c'est-à-dire, et puis il existe des bronzes à laquelle on a ajouté soit du phosphore, du plomb ou du zinc pour améliorer certaines caractéristiques.
Il existe les cuproaluminium, donc notre fameuse hélice de bateau, dans laquelle l'aluminium va être ajouté en tant qu'élément d'alliage principal. Donc corrosion marine, corrosion sous tension et fatigue corrosion, ce sont des caractéristiques qui sont améliorées avec l'ajout d'aluminium. On peut ajouter des éléments aussi qui vont renforcer soit la résistance à la corrosion, soit la résistance mécanique. On peut ajouter du fer et ou du nickel qui va accompagner l'aluminium. Les cupronickel qui vont servir beaucoup dans l'industrie chimique et surtout aussi dans le monde maritime et surtout dans les plateformes de forage pour l'extraction du pétrole en haute mer. Donc, les conduites qui pompent l'eau, pompent le pétrole sont souvent faites en cupronickel à cause de sa plus forte résistance à la corrosion que le cuivre normal ou que le cuproaluminium aussi. Donc, le cupronickel, sa grande force, c'est la résistance à la corrosion en milieu salé et en contact avec certains produits comme le pétrole brut aussi. Donc, on peut retrouver aussi le cupronickel dans l'industrie chimique. Entre autres, on va le retrouver souvent dans la fabrication des échangeurs évaporateurs en contact avec l'eau de mer ou l'eau plus corrosive, donc légèrement acide ou légèrement basique. Donc, on peut ajouter aussi du fer et du manganèse pour renforcer les cupronickel, parce que les cupronickel, leur faiblesse, c'est la résistance mécanique. On peut ajouter certains éléments pour la renforcer. Et voilà, et là, ça m'amène tout de suite après euh, aux alliages. Je vais juste vérifier le temps que j'ai pris, si vous me permettez. Oups, c'est pas que je fasse de gaffe. OK. Oui, je peux y aller encore pour une dizaine de minutes supplémentaires. Voilà. Ça va faire une grosse capsule, mais environ 1h10, c'est ce que j'avais prévu. Bon, on va compléter poursuivre sur les alliages de magnésium. Voilà. Un autre monde très intéressant. C'est un de mes métaux préférés, moi, personnellement, en tant que métallurgiste. Tout simplement aussi parce que j'ai travaillé dans une usine de magnésium dans ma très jeune carrière d'ingénieur. J'ai travaillé 4 ans en industrie avant d'enseigner, à la fin des années 90, début 2000. Donc, entre autres, j'ai travaillé dans une usine que je vais vous présenter tout à l'heure, qui fabriquait du magnésium. Et application classique du magnésium, ben, je vous présente un autre avion ici. Sauf que cet avion-là est plus vieux que le précédent, que celui que j'avais montré au début du chapitre. C'est un avion, un ancien chasseur japonais, l'avion Hawk s'appelait, qui a combattu durant la guerre du Pacifique dans le cadre de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 43, 44 et 45, 45 surtout. Et puis cet avion-là, le fuselage et beaucoup de composantes étaient constitués de magnésium, alliage de magnésium. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Du fait que le magnésium est le métal le plus léger là, dans la famille de métal abordé dans le cours, on va voir tantôt qu'il est 2 fois plus léger que l'aluminium encore, euh, ben, ça faisait en sorte que les avions étaient plus rapides et aussi pouvaient parcourir de plus grandes distances parce que la consommation de carburant était diminuée. Ça leur donnait aussi un avantage en situation de combat parce que l'avion étant plus léger, l'inertie de l'avion était moins forte, donc dans les virages, l'avion pouvait avoir des rayons de courbure plus faibles. Donc il pouvait tourner plus rapidement et changer de direction, autrement dit, plus rapidement, ce qui lui donnait un avantage en situation de combat parce que c'était beaucoup plus facile pour les combattants de se mettre derrière l'avion ennemi pour pouvoir le descendre. Donc c'était à celui qui était capable de se mettre derrière le plus rapidement que l'autre. Donc les avions japonais étaient très forts à ce niveau-là, à cause en partie du fait que l'avion était plus léger. Euh, et l'autre dernier avantage que ça pouvait procurer, et ça c'est un petit peu plus sinistre, c'est que durant la guerre du Pacifique, les chasseurs, les pilotes japonais avaient reçu comme ordre, lorsqu'ils n'avaient plus de munitions et qu'ils avaient un bateau ennemi euh, dans leur mire, ben, ils se jetaient, ils se faisaient harakiri, autrement dit, et ils se jetaient sur l'avion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium est très inflammable et explosif. Donc, lorsque l'énergie d'ignition est atteinte, le magnésium explose et brûle. Donc, c'est une véritable bombe. Et donc, à la force d'impact de l'avion, lorsqu'il percutait le bateau ennemi, le bateau américain, ben,
Ça faisait qu'instantanément, l'avion s'enflammait, explosait et c'est arrivé régulièrement qu'un seul, ben régulièrement, en tout cas, c'est arrivé à certaines occasions qu'un seul chasseur japonais pouvait arriver à couler un destroyer américain. Donc, c'est à vous montrer jusqu'à quel point, jusqu'où les Japonais étaient prêts à aller pour essayer de gagner la guerre contre les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Vous avez ici une scie à chaîne, donc le caisson est très souvent fait en magnésium. Le magnésium étant à peu près le meilleur matériel pour faire ce genre d'application. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Encore le portable, là, qui est arrivé tantôt. Je vous ai expliqué tantôt que le portable, le caisson était fait en magnésium très souvent aussi. Et je vous mets aussi un bloc moteur de BMW. C'est un bloc moteur assez récent ici, là. Les Allemands, les compagnies automobiles allemandes ont été les premiers et c'est à fabriquer des blocs moteurs en magnésium. Et puis, entre autres, BMW, qui est une compagnie allemande, dans la plupart de ses séries automobiles, le bloc moteur est en magnésium. Le magnésium, ben, d'où ça vient? Ben, premièrement, ça a été découvert comme l'aluminium. Mais comme l'aluminium, le magnésium, par rapport au bronze et au fer, là, c'est un métal qui est beaucoup plus jeune. Donc, il a été réduit sa forme métallique pour la première fois au début du 19e siècle seulement, euh, par un chimiste britannique du nom de Humphrey Davy. Donc, c'est lui qui, à partir du chlorure de magnésium, a été le premier à réussir à avoir le magnésium sous sa forme métallique. Et c'est lui qui a donné le nom à ce métal-là, magnésium. Pourquoi? Parce que euh, le monsieur Humphrey en question avait transformé de l'oxyde de magnésium en chlorure de magnésium avant de le réduire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un endroit dans le monde très riche en oxyde de magnésium, euh, qui est une île grecque, qui s'appelle, non, c'est une île sur laquelle il y a une ville qui s'appelle Magnésia, dans laquelle on retrouvait là, dans la Grèce antique, il y avait des palais qui avaient été construits en matériaux riches, très riches en oxyde de magnésium, et ça donnait une apparence très belle au palais, très blanc et ça reflétait la lumière. Et cette ville-là s'appelait Magnésia. Et c'est en l'honneur de l'oxyde de magnésium, très riche à cet endroit-là, matériau servant à la construction de certains bâtiments. euh, et c'est pour rendre hommage ou en honneur de cette ville-là que le chimiste a donné le nom magnésium à ce nouveau métal découvert à ce moment-là. Le magnésium, c'est pas un métal qui est rare. Au contraire, c'est le troisième métal le plus abondant à la croûte terrestre, qui représente 2,1% après l'aluminium et le fer. Sachez aussi que le magnésium se retrouve dans l'eau de mer et non seulement dans la croûte terrestre. C'est d'ailleurs le seul métal qu'on a extrait de l'eau de mer. Il y a des usines qui ont existé en bordure, entre autres aux États-Unis, le long de la côte du golfe du Mexique, là, opérée par Dow Chemical, qui est une compagnie de chimie aux États-Unis qui a longtemps produit du magnésium. Et ils pompaient l'eau de mer sur le golfe du Mexique, à partir duquel ils pouvaient fabriquer du magnésium. Parce que l'eau de mer, elle est salée, plusieurs types de sel, entre autres le chlorure de magnésium. Ici, c'est un tableau pour vous montrer, à titre comparatif, là, pour vous situer là, la production de magnésium mondiale. Elle est très très faible là, comparativement à l'acier et à l'aluminium. Donc, ça, c'est le chiffre de 2015. La production de magnésium était à ce moment-là à 940 000 tonnes par année à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, ça a probablement dépassé le million, mais c'est beaucoup plus faible que l'acier et que l'aluminium. Je vais terminer la capsule ici, et puis je vais continuer pour une autre capsule un peu plus tard. Donc, voilà.